Il l'a licenciée devant tout le monde, mais elle n'a pas disparu. Elle s'est reconstruite. Que feriez-vous si le père de vos enfants à naître vous humiliait devant tout votre lieu de travail et vous tendait un chèque pour que vous disparaissiez? Claire Bennett, secrétaire discrète dans une tour de verre d'une grande entreprise tech, n'avait jamais demandé le pouvoir. Mais après une erreur d'une seule nuit avec un PDG puissant déjà fiancé et soucieux de son image publique, sa vie a volé en éclats en une seule réunion. Licenciée, enceinte, seule, sans famille, sans économie, et bientôt 3 bouches à nourrir. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de grâce sous le feu, d'une femme qui a fait face à toutes les portes fermées et qui en a construit une nouvelle, pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes comme elle. Qu'est-ce que réussir vraiment veut dire? Et quand la vie vous enlève votre dignité, quelle force naît à la place? Il l'a licenciée devant toute l'équipe. Mais 5 ans plus tard, ce serait lui qui se retrouverait sous les projecteurs braqués dessus, face à ses 3 enfants aux yeux exactement comme les siens. Claire Bennett était le genre de femme qui traversait le monde sans bruit. À 28 ans, elle avait appris à se rendre utile sans se faire remarquer, efficace sans attirer l'attention. Pendant 6 ans, elle arrivait au siège d'Alstom Global, au centre d'Austin, à 7h20 précise, 10 minutes en avance, toujours avec un mug de café noir et un petit carnet qu'elle ne quittait jamais. Pour ses collègues, elle était fiable, inébranlable, un roc de calme dans un environnement où les humeurs s'enflammaient et les délais pesaient lourd. Pour Richard Alstom, le PDG charismatique dont le visage ornait les couvertures des magazines économiques, Claire n'était qu'une commodité. Cela s'est passé après la soirée de Noël de l'entreprise. Le bureau était décoré d'argent et d'or, les rires fusaient, le champagne coulait à flots. Claire était restée plus tard que d'habitude pour ranger, ramasser les verres, redresser les chevalets avec les noms. Richard était apparu près du bar, cravate desserrée, un éclat dans le regard. Ce ne fut qu'un instant, une impulsion. Trop de verres, une conversation trop proche, une solitude qu'elle n'avouait jamais, qui se heurta à un charme affûté par des années d'apparition publique. Ils passèrent une nuit ensemble. Le lundi, l'air entre eux avait changé. Claire ne dit rien, reprit ses tâches et fit tout pour oublier. Mais 3 semaines plus tard, quand son estomac se retourna à l'odeur du café, elle sut. Le test confirma. Claire attendit. Elle réfléchit à tous les angles. Elle n'était pas imprudente. Elle ne voulait pas de drame. Mais elle pensait, peut-être naïvement, que Richard avait le droit de savoir. Pas parce qu'elle voulait quelque chose de lui, simplement parce que c'était juste. Elle demanda un rendez-vous en privé, après les heures de bureau. Il accepta avec la même efficacité froide qu'il réservait aux investisseurs. Quand elle lui annonça calmement, il la regarda comme si elle parlait une langue étrangère. Puis il rit, un petit rire incrédule, comme si elle venait de dire une absurdité. « Tu me prends pour un idiot, dit-il. » Les mains de Claire devinrent glacées. « C'est ton plan, c'est ça? Vraiment, Claire? Tu n'es même pas la première à essayer. » Elle tenta de parler, il leva la main. « Tu veux échanger ça contre quoi? Une promotion? Un arrangement? Tu crois que je vais rompre mes fiançailles? » Claire resta figée. « Je te donne une seule chance, » dit-il en sortant son carnet de chèques du tiroir. Le stylo glissa sur le papier sans hésiter. 100 000 $. Tu disparais. Pas d'avocat, pas de presse, pas de drame. Son cœur se brisa, pas parce qu'il niait l'enfant, mais parce qu'il réduisait une vie humaine à un poste comptable. Je garde le bébé, dit-elle doucement. Ses yeux s'assombrirent. Le lendemain matin, tout le bureau savait. Il convoqua une réunion exceptionnelle, fit venir tout l'étage exécutif dans la salle de conférence aux parois de verre. Claire se tenait parmi eux, sans savoir pourquoi on l'avait appelée, jusqu'à ce que Richard entre, manches retroussées, et pointe du doigt vers elle. Cette entreprise n'a aucune tolérance pour la manipulation ni le mensonge, commença-t-il en marchant lentement. Et quand quelqu'un tente d'utiliser sa position pour un gain personnel, nous réagissons immédiatement. Il la désigna comme s'il s'agissait d'un cas d'école. Claire Bennett a été licenciée. Immédiatement. La sécurité va l'escorter dehors. L'air quitta la pièce. Les têtes se tournèrent, certains yeux s'écarquillèrent, d'autres se plissèrent. Personne ne bougea. Claire resta parfaitement immobile, puis se retourna sans un mot. Son bureau était déjà vidé dans un petit carton, plaque avec son nom, mug au tournesol fané, photo de sa mère étudiante. Quelqu'un avait fait ça pendant qu'elle était en réunion.
La sécurité n'eut pas à la toucher. La honte était plus lourde qu'une main sur l'épaule. À l'ascenseur, Richard réapparut. Il glissa le chèque dans le carton. « Prends-le, dit-il froidement. Considère ça comme une indemnité. » Claire le regarda, puis le papier. Elle ne parla pas. Ne déchira pas le chèque. Elle ferma simplement le carton et entra dans l'ascenseur. Quand les portes se refermèrent, elle fixa son reflet, pâle, silencieuse, mais pas brisée. En elle grandissait une vie, en réalité, même si elle l'ignorait encore. Et quoi qu'importait ce qu'il disait ou la hauteur de ses fenêtres de bureau, cet enfant ne serait jamais un secret, jamais une tâche, jamais une erreur honteuse. Prochaine étape. Une vieille caravane rouillait à la périphérie de la ville et une lutte pour survivre qui allait exiger chaque parcelle de son âme. Certains fins ressemblent à la mort. Pour Claire, ce n'était que le début de la survie. L'appartement qu'elle appelait maison fut vidé en une semaine. Carton fait, clé rendue, réputation effacée. Sans emploi, sans assurance, avec un poids qui grandissait dans son ventre, elle reprit sa vieille berline et retourna au seul endroit qui lui appartenait encore, une caravane single wide cabossée au bord de son quartier d'enfance, à East Austin. Elle était cachée derrière une clôture à moitié effondrée, entourée d'arbres à gomme douce et de vélos rouillés abandonnés depuis longtemps. La lumière du porche clignotait quand le vent soufflait, la climatisation ronronnait comme une toux chronique. À l'intérieur, Margaret l'attendait. Sa mère avait toujours été volontaire, mais les années de dialyse l'avaient usée. Son visage était pâle, ses poignets fins, pourtant sa voix restait tranchante. « Tu as mangé aujourd'hui » demanda-t-elle sans lever les yeux de son tricot. Claire sourit faiblement et hocha la tête. Elle ne parla pas du demi-bar de céréales qu'elle avait partagé en 2 repas, ni de la grossesse. Pas encore. Elle n'était pas prête à expliquer une nuit qu'elle regrettait, ni l'humiliation qui avait suivi. Elle ne voulait plus jamais prononcer le nom de Richard Holston. Elle voulait seulement se taire, se ressaisir, respirer. Chaque matin, elle épluchait les annonces d'emploi. Elle envoyait des CV pour des postes de bureau, de vente, de centre d'appel, d'épicerie. À chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur bondissait. Mais les conversations se terminaient toujours pareil, refus poli dès qu'on apprenait qu'elle était, en situation personnelle compliquée. Quelques-uns le dirent carrément, « Vous attendez un enfant, n'est-ce pas ? Ce sera difficile pour les horaires. » Claire raccrochait sans répondre. À la 3e semaine, ses économies étaient tombées sous les $600. Le prochain traitement de dialyse de Margaret coûtait 2 cents de reste à charge. Le frigo ne contenait plus que de la moutarde, 2 pommes et un pain de mie qui commençait à durcir. Un après-midi, en allant chercher une ordonnance pour sa mère, Claire remarqua une petite annonce scotchée sur un distributeur, agent d'entretien de nuit, 22H4H doit pouvoir porter 10 kg. Pas d'entretien, payé en liquide chaque semaine. Elle arracha le numéro et appela avant même de sortir du parking de la pharmacie. Cette nuit-là, Claire commença à récurer des toilettes et passer l'aspirateur dans des immeubles qu'elle longeait autrefois en talons. Son dos la faisait souffrir à minuit, ses pieds étaient en sang à la fin de la semaine. Elle ne se plaignit jamais. Elle n'en avait pas le luxe. À la clinique, elle prit son premier rendez-vous prénatal officiel. L'infirmière sourit en préparant l'échographie. « Vous vous sentez particulièrement fatigué ?» Claire rit doucement. C'est un euphémisme. Antécédent de grossesse multiples dans la famille. Claire cligna des yeux. « Pardon ?» L'écran s'alluma. L'infirmière s'arrêta. Zooma. Dézooma. Eh bien, on dirait qu'on a 3 petits cœurs qui battent là-dedans. Claire se redressa. 3. Triplé, dit doucement l'infirmière. Félicitations, maman. Le mot résonna. Claire ne pleura pas. Ne paniqua pas. Elle se rallongea, fixa le plafond taché et laissa le silence l'envelopper. 3 vies, 3 enfants, 3 futurs qui ne dépendaient que d'elle. Elle posa la main sur son ventre. On va vivre, murmura-t-elle, pas à l'infirmière, mais au petit battement sous sa peau. Tous les 4. Peu importe comme ce sera dur. On va vivre. Cette nuit-là, elle sortit un vieux carnet jaune qu'elle n'avait pas ouvert depuis la fac. Sur la première page, elle lista les dépenses. Loyer, essence, courses, vitamines prénatales, couches, temps de couches. Elle écrivit au crayon, effaça souvent. Chaque chiffre comptait.
Chaque centime était une décision. Chaque repas, chaque service, chaque nuit sans sommeil serait désormais pesé contre 3 petits cœurs. Il n'y avait plus de place pour l'amertume, plus le temps pour les regrets. Seulement l'avant. Sous la lumière vacillante ampoule de la cuisine et le ronron d'un vieux climatiseur d'occasion, Claire Bennett commença à réécrire le cours de sa vie, calculatrice dans une main et 3 raisons de survivre dans le ventre. Comment se prépare-t-on à 3 vies quand on peine déjà à porter la sienne? Il n'y avait pas de mode d'emploi pour survivre à des triplés, ni de guide plastifié pour construire un avenir avec les poches vides tout en faisant le deuil d'une mère pendant qu'on en devient une. Claire ne dormait presque plus, pas à cause des bébés, ils n'étaient pas encore là, mais parce que leur arrivée pesait sur sa poitrine comme une pierre. Le jour, elle écumait les veux-greniers et les sous-sols d'église, 3 berceaux ébréchés aux lattes dépareillées, une poussette qui grinçante, un lot de body délavé. Elle récupéra des couches en tissu d'une famille qui quittait la ville et les cousit le soir, les doigts en sang à force d'aiguilles. Chaque dollar était une décision. Chaque coin de la caravane, un puzzle. La nuit, elle frottait les sols des halls et des toilettes de bureau sous des néons bourdonnants, son ventre de plus en plus lourd. Son chef ne lui offrait aucune pitié, juste des heures supplémentaires. Claire ne se plaignit jamais. Dans les moments calmes entre 2 services, elle s'installait à la bibliothèque et étudiait des livres épais sur la nutrition infantile, les rythmes de sommeil, la RCR d'urgence. Elle prit des notes, mémorisa des tableaux. Elle s'enseigna tout ce qu'exigeait la maternité, sauf comment la vivre seule. Margaret toussait de plus en plus. Parfois Claire la retrouvait endormie dans la cuisine, la tête sur un bol de flocons d'avoine intact. D'autres jours, elle la découvrait assise dehors dans le froid, à fixer le vide. Claire essayait de ne pas voir les cernes qui s'approfondissaient. Elle voulait croire qu'il restait du temps pour les berceuses, pour la voix de sa mère dans la future chambre des bébés. Mais le temps, comme tant d'autres choses ces derniers temps, était compté. Ce fut un jeudi. Claire rentra du service de nuit, bras chargés de courses, juste des œufs, du lait et un sac de pommes abîmées. Elle appela comme d'habitude. Pas de réponse. Elle trouva sa mère immobile dans son lit. Pas de lutte, pas de drame, juste le silence. Margaret était partie dans son sommeil, les doigts serrés autour du chapelet que Claire lui avait offert à Noël dernier. Claire s'effondra au sol et murmura « J'étais pas encore prête, maman. » Mais le deuil n'attend pas qu'on soit prêt. Il arrive et reste. Elle organisa un service modeste, 10 chaises sous un vieux chêne abîmé au cimetière. Pas de fleurs, juste une photo et le plaid que sa mère cousait pour les bébés. Claire le serra contre elle comme s'il était encore chaud. Les semaines suivantes passèrent en bribes. Respirer, bouger, pas beaucoup plus. Le jour où la veille de l'accouchement arriva alors qu'elle était au lavomatique, en train de plier des serviettes empruntées à l'abri du quartier. C'était trop tôt, cette semaine trop tôt. Elle se conduisit elle-même à l'hôpital, serrant le volant à chaque contraction. Pas de valise prête, pas de vêtements de bébé, pas de plan de naissance, juste une enveloppe de contact d'urgence dont personne ne pouvait venir. Les médecins agirent vite. Tension trop haute, bébé en détresse. On la précipita en chirurgie. Lumière crue, métal froid, mains qui bougent, puis des pleurs, un, puis 2, puis un 3e plus faible, plus rauque. Claire allait et venait dans le conscience. Quand elle se réveilla, 3 petits paquets étaient posés contre elle, peau fragile comme de la soie dans des couvertures bleu pâle hôpital. Elle tourna lentement la tête. 3 battements de cœur, 3 bouches, 3 âmes qui paraissaient impossibles de réalité. Les larmes coulèrent sans bruit, pas de peur, pas d'épuisement, mais d'un amour si profond qu'elle ne savait pas qu'il existait. Une infirmière demanda si elle avait choisi des prénoms. Claire hocha la tête. Le premier, déjà avec un air déterminé, serait Jacob. Le second, plus doux, doigt serré autour du sien, Ellie. Le dernier, calme, fixant le plafond comme s'il connaissait déjà le monde, Luc. Les machines ronronnaient, les néons bourdonnaient, mais Claire n'entendait que 3 choses, 3 souffles, 3 commencements, 3 petites voix qui l'appelaient à une nouvelle vie. La plupart des mères bercent leur bébé. Claire berçait aussi son ordinateur portable aussi. Les nuits se fondaient en un flou dans la petite caravane d'East Austin. Cris, biberons, couches, répétitions. Elle mesurait le temps en centilitres de lait, en chute de tétine, en berceuse à moitié endormie. Les garçons ne pleuraient jamais tous ensemble, mais il y en avait toujours au moins un d'éveillé. Jacob réclamait avec un grognement autoritaire, Ellie pleurnichait comme un violon doux mais tenace, Luc observait simplement,
grands yeux grands ouverts. Claire n'eut que 5 semaines pour se remettre de la césarienne avant que les factures ne frappent. L'hôpital avait mangé le reste de ses économies. Le lait maternisé coûtait plus cher que prévu, la facture d'électricité avait explosé avec toutes les nuits à réchauffer des biberons. Elle reprit donc le seul travail qui ne posait pas de questions, ménage de nuit dans le quartier financier du centre-ville, 22H4H. Elle frottait les sols des toilettes, vidait les poubelles, passait la serpillière dans le même couloir qu'elle arpentait autrefois en talons. Désormais en baskets usées, avec un coussinet d'allaitement glissé sous un sweat qui sentait encore le régurgité. Andrea, voisine gentille du parc de Caravane, proposa de garder les garçons pendant ses services. 73 ans, diabétique, arthrose aux 2 genoux, mais elle adorait les bébés et refusait d'être payée. « Tu vas faire quelque chose de grand un jour », lui dit-elle un soir en lui tendant un thermos chaud. « T'as cet air fatigué mais lumineux. » Claire rit pour la première fois depuis des semaines. À son retour, elle prenait chaque bébé dans ses bras, leur chantonnait doucement, puis, quand la maison se taisait enfin, ouvrait son vieil ordinateur portable. Refurbiché, lent, sujet au plantage, mais il démarrait toujours. Le code était encore là, une application de budget personnel inachevée qu'elle avait commencé à la fac technique. Elle l'avait appelé Lucent Budget, le simple, propre, pensé pour aider les familles modestes à suivre chaque dollar sans se sentir submergées. À l'époque c'était un projet de cours. Désormais c'était la survie. Elle réécrivait des lignes entre 2 TT, affinait des graphiques pendant les siestes, griffonnait des maquettes d'interface sur le dos de carton de couche. Un jour, en vidant sa boîte mail, elle tomba sur la newsletter des anciens de Austin Technical College. Elle faillit la supprimer, mais la curiosité l'emporta. Au milieu, en gras bleu, programme Houston Startup Bridge pour femmes entrepreneurs tech. Subvention jusqu'à $25 000. Deadline dans 3 jours. Claire resta figée. 3 jours. Elle cliqua. Les exigences étaient élevées, prototype, pitch, budget prévisionnel, tout en 72 heures. Elle regarda le couffin. Luc remua puis se calma. Le doudou de Jacob était tombé. Ellie était roulée en virgule. Elle ferma les yeux, inspira. Pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait pas seulement épuisée. Elle se sentait vivante. La part d'elle qui rêvait autrefois de tech, qui passait des nuits entières à coder juste pour le plaisir, n'était pas morte. Elle dormait seulement. Elle embrassa doucement chaque front, puis ouvrit une nouvelle fenêtre et commença à construire. 3 nuits sans sommeil. Elle fonctionnait comme une machine, nourrir, rôter, langer, bercer, coder, tester. Les doigts tremblants de fatigue, épaules voûtées sur l'écran. Elle finalisa une version démo de Lucent Budget, saisie du revenu hebdomadaire, visualisation des catégories, alerte quand les fonds baissaient trop. Pas sophistiqué, mais ça marchait. Elle tourna une vidéo de pitch de 3 minutes avec son téléphone, un drap tendu derrière elle comme fond. Elle tenta de cacher les cernes. À 23h53, 7 minutes avant la deadline, elle cliqua sur « Envoyer ». Un mail de confirmation arriva. Claire fixa l'écran. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais d'excitation. Dans le silence, entre 2 berceaux, elle murmura « On l'a fait, les garçons. On l'a vraiment fait. » Quand le monde s'attend à ce que tu échoues, gagner devient révolutionnaire. Claire n'attendait pas l'appel. Elle avait presque oublié le son de sa propre voix tremblante de joie. Félicitations, nous sommes ravis de vous offrir une place dans le programme Houston Startup Bridge et une subvention de $25 000. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle colla le téléphone contre sa poitrine, ferma les yeux. 3 petits souffles dans le couffin. Ces garçons rêvaient. Merci, souffla-t-elle avant que l'émotion ne déborde. 2 semaines plus tard, elle prit un car pour Houston avec ses 3 enfants, 2 valises et un dossier imprimé, Lucent Budget Vision première version. Ils s'installèrent dans un motel longue durée à bas prix près de l'autoroute. Ça sentait l'eau de Javel et la vieille clim, mais il y avait 2 lits, un petit frigo et juste assez de place pour 3 couffins pliants. Claire paya 2 semaines d'avance. L'argent de la subvention ne durerait pas éternellement. Le jour, elle nourrissait, berçait, changeait en série. Alarme pour les tétés, cuisine transformée en chaîne de stérilisation. La nuit, bus jusqu'à l'espace d'incubation du centre-ville, mur de verre, bureaux épurés, lumière qui la rendait douloureusement visible. Les autres participants avaient 20 ans à peine, sortis de grandes écoles, ou d'e-tech et basketteurs de prix. Ils parlaient vite, utilisaient,
scalabilité, et seed round, comme on dit bonjour. Quand elle se présenta le premier jour, personne ne posa de questions. On hocha poliment la tête, les yeux déjà ailleurs. Un jeune chuchota, elle a amené des triplés dans un programme start-up, dingue. Claire entendit. Elle sourit simplement. Elle n'était pas là pour s'intégrer. Elle était là pour construire ce qui comptait. Pendant que les autres présentaient des applis de covoiturage ou de vêtements générés par IA, Claire misait sur la simplicité. Lucent Budget n'était pas clinquant. Il était fait pour des vrais gens, sa mère qui faisait ses comptes avec des enveloppes, la mère célibataire de chambre plus loin qui avait demandé si Claire avait un chauffe-biberon en trop. Un après-midi, alors qu'elle terminait une démo avec Luc sur les genoux, une main se posa sur son épaule. Monsieur Grayson, grand, cheveux argent, présence qui faisait taire une pièce. J'ai regardé vos données d'essai. Vous avez fait un petit bêta? Oui, cette famille de l'abri du quartier. Je voulais vérifier si les fonctions avaient du sens. Il sourit légèrement. Le taux de rétention est de 91% en 3 semaines. Claire cligna des yeux. Plus haut que prévu. Grayson regarda le bébé endormi. La plupart construisent pour des gens comme eux. Vous avez construit pour ceux qu'on ne voit pas. Il lui tendit sa carte. Si vous êtes ouverte, j'aimerais parler investissement. On a besoin de fondatrices comme vous. Claire le regarda partir. Le poids de ses mots plus lourd que le bébé contre son épaule. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit d'espérer. Cette nuit-là, après avoir nourri les garçons et plié la dernière petite grenouillère, elle tapa un nouveau titre, Lucent Budget, un autre commencement. Elle ne construisait pas seulement une appli. Elle construisait un outil pour que les mères n'aient plus à choisir entre le loyer et le lait, pour que les aidants débordés par les factures puissent dormir un peu, pour des gens comme sa mère dont les derniers mois avaient été noyés dans des papiers incompréhensibles. Elle ne voulait pas faire des millions. Elle voulait que quelqu'un puisse dormir en sachant que le loyer était couvert. Elle construisait une entreprise, mais ses fantômes ne quittaient jamais la pièce. Il y avait des moments où Claire oubliait. Oubliait les néons de la salle de conférence, le chèque glissé dans le carton, le silence de l'ascenseur avec la honte sous le bras. Mais oublier et guérir sont deux choses différentes. Et les fantômes finissent toujours par revenir. Cela commença par une réunion parmi tant d'autres, où elle n'était plus la secrétaire au coin mais la fondatrice à la table. Claire avait pris la posture, tailleur chiné, jean pratique, mais elle entrait dans les pièces avec des chiffres, des projections, sans excuse. Ce matin-là, on lui passa un document, recherche préliminaire sur concurrents potentiels ou collaborateurs. En haut de la liste, Holston Global. Elle n'avait pas prononcé ce nom à voix haute depuis plus de 4 ans. Sa main se figea. Le rapport détaillait la chute de confiance des utilisateurs, mauvaise presse, procès pour harcèlement interne, revenus en baisse de 37% en 6 mois. Richard Holston était encore au conseil, mais il perdait le contrôle. Elle referma le dossier. Son café refroidit. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans la chambre de motel trop silencieuse, elle rêva qu'elle était de retour dans cette salle de verre, mais cette fois Jacob, Ellie et Luc étaient derrière elle, à regarder. Au réveil, oreiller humide de sueur, cœur serré. Elle ouvrit son ordinateur. Il restait de l'argent de subvention, de nouveaux investisseurs, des options. Et maintenant une ouverture. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle voulait le contrôle de son histoire, celle qu'il avait tordue pour l'écraser. Le lendemain matin, elle appela Grayson. Je veux acheter une participation. Mais anonymement. Un silence. C'est personnel? Elle acquiesça, il l'entendit dans sa voix. Je comprends. Laissez-moi faire. 2 semaines plus tard, dans un petit bureau loué sous trust juridique, personne ne connaissait encore son nom. Les papiers étaient prêts. 42%. Assez pour peser, pour être incontournable. Elle signa, Parafa, Data. Devenu 2e actionnaire d'Holston Global. Sans bruit, sans rage, avec une précision tranquille. Elle partit avec la honte. Elle revint avec le pouvoir. L'invitation arriva sur papier ivoire épais, seau doré, Claire Bennett, fondatrice et PDG de Lucent Budget, était invitée à prendre la parole au sommet national de l'innovation financière à Boston. 5 ans plus tôt, on l'avait escortée hors d'une salle de réunion comme un scandale. Aujourd'hui on lui demandait d'y parler. Son assistante Nora parcourut la liste des invités et haussa un sourcil.
Devine qui fait le quenotte? Richard Holston au leadership dans une économie en mutation. Claire ne broncha pas. Elle affréta un jet privé nécessité, pas luxo avec 3 toddlers, 2 nounous, une assistante juridique et Andrea. Jacob colla son front à hublot, Ellie fit la sieste avec son ours, Luc demanda si Boston avait des pancakes. Oui, des pancakes. Et quelque chose d'encore meilleur, la clôture. Elle réserva une suite avec chambre communicante dans un hôtel historique. En déballant, elle déballa aussi 5 ans de résilience silencieuse. Le matin du sommet, tailleur marine ajusté, cheveux relevés, regard calme. Dans le miroir, elle vit une femme que son ancienne version aurait admirée. Pas pour le succès, mais pour la force. La salle était pleine, médias, dirigeants, investisseurs. Claire attendit en coulisses pendant que Richard Holston montait à la tribune. Il semblait plus vieux, la voix toujours polie mais tendue, un homme qui s'accrochait trop fort à un récit qui lui échappait. Il parla de changement, de résilience, d'innovation. Claire croisa les bras. Il ne la reconnut pas encore. Quand ce fut son tour, elle monta sans note. Je m'appelle Claire Bennett. J'ai créé Lucent Budget dans une chambre de motel avec 3 nouveau-nés qui dormaient à côté de moi. Je n'avais pas d'équipe, pas de fonds. J'avais le désespoir et une feuille de calcul. L'audience se pencha en avant. Je n'ai pas créé un produit pour impressionner la Silicon Valley. Je l'ai créé pour que des gens comme ma mère ne pleurent plus sur des factures impayées. Applaudissements. Richard leva enfin les yeux. Leurs regards se croisèrent. Son visage tressaillit de reconnaissance et peur froide. Après son panel, journaliste et flash. Puis un reporter s'approcha, regardant les garçons qui jouaient sagement près du buffet. Madame Bennett, vos fils sont magnifiques. Serait-il possible qu'ils soient apparentés à Monsieur Holston? Silence de verre brisé. Claire regarda le journaliste, puis le public, puis ses fils. Jacob leva la tête. Les yeux de Richard. Ellie pencha la tête. Luc sourit et agita la main. Claire ne dit rien. La vérité n'avait pas besoin de mots, seulement d'un instant. Et cet instant suffit. Le matin du grand débat, héritage contre innovation, Nora activa l'achat final. 9% supplémentaire. 51%. Contrôle majoritaire. Personne ne le savait encore. Claire monta sur scène, applaudissements doux. Richard était déjà assis, jambes croisées, doigts qui tambourinaient légèrement. Le modérateur guida la conversation, parcours, philosophie de leadership, tech éthique. Claire parla transparence, dignité financière, outils pour ceux qui vivent d'un salaire à l'autre. Richard répondit avec le charme poli habituel. Puis, au milieu, 3 petites voix claires depuis le fond de la salle. Papa. Jacob, Ellie et Luc avaient échappé à Andrea et couraient dans l'allée, chemise sortie, cheveux encore humides du bain matinal. Ils s'arrêtèrent au bord de la Seine, yeux levés. Claire se leva. La salle retint son souffle. Mes fils, dit-elle, voix chaude mais ferme. Ils n'ont jamais eu besoin de rien de personne. Mais aujourd'hui, ils sont venus voir de près à quoi ressemble la dignité. Les garçons agitèrent la main. Richard resta figé, mains immobiles. Flash des appareils photo. Le modérateur tenta de reprendre, revenons au sujet de la propriété. Claire prit le micro. Vous avez raison. Parlons propriété. Ce matin, Lucent Budget a acquis les 9% restants d'Holston Global. Nous détenons désormais 51%. Un silence glacial. Cette entreprise n'appartient plus à un héritage. Elle appartient à un avenir où responsabilité, transparence et accès comptent. Elle regarda Richard, calme. Plus de spin, plus d'ombre. Il se leva lentement, ajusta ses boutons de manchette, descendit de scène sans un mot. La porte se referma doucement derrière lui. La salle se leva, pas en ovation frénétique, mais en reconnaissance muette et massive. En coulisses, Jacob tira sa manche. Maman, pourquoi l'homme il parlait pas? Elle s'agenouilla. Parfois, quand la vérité arrive enfin, certains n'ont plus rien à dire. Parfois la plus douce des revanches, c'est simplement de vivre libre. Le nouveau siège Holston Lucent était plus calme qu'avant. Même ascenseur qui digne, même ventilation, même verre brillant. Mais l'énergie avait changé.
Le nom au-dessus de l'entrée avait été modifié, Allston Lucent. Geste discret, garder le passé mais l'ancrer dans quelque chose de plus humain. Claire Bennett, PDG. Le titre lui serrait encore la gorge, pas de trac mais de mémoire. Ce jour-là, elle termina ce qu'elle était venue faire. Réunion privée. Claire, Richard, deux avocats muets au coin. Richard assis à l'extrémité de la grande table de acajou, cravate desserrée, posture incertaine. « Je suppose que vous vouliez que ce soit en face à face, dit-il doucement. Elle hocha la tête. Elle sortit une enveloppe fine, froissée, intacte. La même que 5 ans plus tôt. Le chèque toujours dedans. Non encaissé. 100 000 $. Argent sale. Il le prit, le reposa. Tu ne l'as jamais utilisé. Elle secoua la tête. Je n'en ai pas eu besoin. Pas après avoir compris qu'il venait de la peur. Il ne répondit pas. Je ne suis pas venu vous humilier. Ça s'est déjà fait tout seul. Je suis venu fermer la porte que vous aviez claquée. Il leva les yeux pas colère, mais quelque chose qui ressemblait au deuil. Tu aurais pu me détruire. Sourire doux, presque triste. Je ne voulais détruire personne. Je voulais juste construire quelque chose d'honnête et protéger mes enfants. La porte s'ouvrit. Les garçons entrèrent timidement, se tenant par la main. Claire leur sourit, prête à partir. Dehors, une réceptionniste chuchota. C'est elle, celle qui possède tout maintenant. Claire n'entendit pas. Les garçons couraient déjà vers l'ascenseur en riant pour savoir qui appuierait sur le bouton. Elle les suivit, talons qui claquaient doucement en pas vengeance, mais clarté. Dans l'ascenseur qui descendait, elle regarda devant elle. Plus de tribunaux, plus de jugements, plus de chèques avec des ficelles. Juste des matins avec ces garçons, des soirées de travail et une paix gagnée, entière. Le passé resta assis à la grande table. Claire partit avec quelque chose de bien plus grand qu'un titre. Elle partit libre. La maison n'était pas un château. Porche peint en blanc, jardin un peu sauvage, odeur de pain après la pluie, cuisine qui captait la dernière lumière du couchant. Claire avait visité des dizaines de propriétés au Boston, Austin, Seattle mais le Vermont l'appelait. Une vieille maison jaune trouvée par hasard, 3 chambres, un coin écriture, un jardin assez vivant pour se sentir chez soi. Parfait, pas parce qu'il avait, mais parce qu'il n'avait pas, projecteur, ombre, fantôme. Claire quitta la vie publique un mois après la fusion. Pas de conférence de presse, juste une courte lettre à son équipe, merci d'avoir cru à la dignité. Elle donna son dernier salaire à la Fondation Lucent Mère au cours de code gratuit, garde d'enfants, accompagnement pour mères célibataires. Ces journées prirent un nouveau rythme, pancake, petit pied qui court sur parquet froid, lecture sur le porche, sans question d'Élise sur les oiseaux, Luc qui danse quand il est heureux. Elle écrivit un livre, pas pour la gloire mais pour clore le cercle, dans le silence nous nous élevons. Andrea vint s'installer près et plie encore le linge. Nora dirige la fondation et envoie des photos de femmes qui ressemblent à la Claire d'autrefois, épuisées, terrifiées, acharnées. Le passé ne frappe pas qu'une fois. Une lettre manuscrite, sans adresse d'expéditeur. 3 mots, merci quand même. Elle ne répondit pas. Le pardon n'exige pas toujours des mots. Parfois c'est juste choisir la paix chaque jour. Ce soir-là, la cuisine brillait dorée, dîner presque prêt aux macaronis, haricots verts, petits pains chauds. Rien d'extraordinaire, tout chaud. Les garçons mirent la table, négociant la tasse bleue. Après le bénédicité, Jacob leva les yeux, ses yeux si familiers et dit « Maman, on est fiers de toi. » Claire resta bouche bée, la gorge nouée. Pas parce qu'on ne l'avait jamais félicitée, mais parce que c'était la seule version qui comptait vraiment. Elle tendit la main par-dessus la table, toucha leurs petits doigts à un. « Merci, d'être ma raison. » Plus tard, quand les lumières furent éteintes et les 3 cœurs endormis à l'étage, Claire resta dans l'embrasure de la cuisine. Table rayée, frigo couvert de dessins à doigts, mug ébréché avec 3 crayons et une marguerite. Ce n'était pas un empire de marbre. C'était mieux. C'était à elle. Dans le silence du crépuscule, elle sourit. Voilà mon empire, pensa-t-elle. Dans un monde qui récompense souvent le bruit et la victoire rapide, l'histoire de Claire nous rappelle qu'il existe une force plus durable, la résilience silencieuse. Elle n'a pas riposté avec colère. Elle n'a pas cherché la vengeance.
Elle a choisi la dignité alors qu'elle avait toutes les raisons du monde de s'effondrer. Elle a choisi de s'élever dans le silence, pas pour prouver qu'on avait tort, mais pour construire ce qui était juste. Pour celles et ceux qui savent ce que c'est de tout perdre et recommencer, cette histoire est un doux rappel, la force n'est pas toujours bruyante. La victoire ne ressemble pas toujours à des applaudissements. Parfois c'est une cuisine chaude, une petite main dans la vôtre, une nuit sans regret. Votre valeur n'est jamais définie par ceux qui vous ont fait mal, mais par la façon dont vous choisissez de guérir. Où que vous soyez au nouveau départ, ténue résistance ou lâcher prise, puissiez-vous trouver le courage dans les coins les plus silencieux de votre cœur. Car même dans le silence, vous continuez de grandir. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Like, commentaire, abonnement à votre soutien nous aide à porter d'autres histoires qui guérissent. À très bientôt. Restez doux, restez forts, restez connectés.